Bonsoir tout le monde. C'est avec beaucoup de peine et de pincement au cœur que nous nous retrouvons ce jour encore une fois pour parler de l'histoire d'un homme qui a marqué la vie de notre pays, de notre continent et aussi de notre humanité contemporaine. J'avoue que depuis quelque temps, nous sommes peinés par la situation que nous vivons dans notre pays et qui pratiquement nous a obligés d'appliquer une des formules de gestion des contextes comme celui que nous vivons aujourd'hui. Et nous tenons ça d'un grand homme qui justement nous a appris que dans la vie, il y a des moments où le silence est d'or. Et nous avons effectivement depuis quelque temps estimé qu'il fallait, face à la situation que nous traversons, que nous sachions nous donner ou nous imposer l'obligation d'utiliser uniquement nos oreilles et nos yeux. Mais compte tenu de la situation que représente cette journée mémorable du 9 avril 1999, qui se trouve être presque identique à cette journée d'aujourd'hui, du 9 avril 2021, qui est un vendredi aussi. Ça nous a pratiquement obligé à dire, mais écoutez, c'est pas tous les jours que le 9 avril quand même tombe un vendredi. Et il faut que, malgré tout, qu'on puisse quand même parler de ce de quoi on doit parler. Parce que nous avons écouté, nous avons observé dans ce pays depuis de longues années ce qui se passe, les uns comme les autres, les différents acteurs, et nous avons dit il y a lieu pour le besoin de la postérité de faire en sorte que l'on puisse faire toujours le rappel. Le rappel est recommandé aux croyants. Il faut rappeler. Pour ceux qui en savent déjà quelque chose, c'est un rappel. Mais pour ceux qui arrivent, les jeunes particulièrement, il est bon qu'ils sachent ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Voilà pourquoi nous avons accepté de décider de convenir de mener cette activité d'aujourd'hui. Elle est extrêmement importante. Et je me félicite
que les uns comme les autres aient pu faire le déplacement de cet échange qu'on fera ce soir pour nous repréciser les choses et rappeler ce que nous avons souvent partagé et dit de l'homme qui était Ibrahim Baré Mensah. Ibrahim Baré Mensah, je vais juste corriger mon jeune frère dans son introduction. En réalité, Thomas Sankara n'est pas son grand frère. Thomas Sankara est son camarade. Ils sont tous des Camerounais. Ils étaient tous, non seulement des Camerounais, mais ils avaient étudié dans la même école. À Madagascar, à Astirabé, à Madagascar. Donc, les idées révolutionnaires qui sont partagées par Sankara, qui avait eu à agir avant eux, avant lui, j'allais dire, en fait, étaient partagées par tous dans leur, j'allais dire, leur club de causerie, leur club d'amitié, parce qu'à l'époque, ils étaient tous dans la même école, mais en plus, ils s'étaient sentis comme des frères plus proches, parce que Sankara comme Blaise étaient tous des voltaïques. Et lui, Ibrahim Baré Mensah, quelque part aussi, est voltaïque. Parce que lui, comme Sankara aussi, quelque part partage quelque chose, même du point de vue du sang. C'est important de le savoir. Donc, la seule différence qu'il y a entre Ibrahim Baré Mensah et Thomas Sankara, c'est que Thomas Sankara est un peu plus bavard. Ce qui n'est pas le cas de Ibrahim. Tu veux faire 1 heure de temps avec lui, il est prêt à t'écouter pendant 1 heure de temps, sans dire mot, s'il ne doit pas parler. Mais il a toujours écouté, il a encaissé, il a entendu, il comprend. Ce n'est pas donc parce qu'on ne parle pas, aussi qu'on ne comprend pas. Il y avait beaucoup de choses qui bouillonnaient en lui, dans son cœur et dans son âme. C'est important de le savoir. Souvent les gens, quand ils présentent, ils font comme si les autres sont plus révolutionnaires que des gens comme des cas comme celui d'Ibrahim Baré Mensah. Ibrahim Baré Mensah n'a pas beaucoup bavardé, c'est sûr, mais il a posé des actes qui en disent long sur son caractère révolutionnaire, sur ses convictions révolutionnaires, sur sa vision révolutionnaire pour l'Afrique. C'est important de le comprendre. Et on le verra tout à l'heure par rapport à ses actes pour comprendre vivement qu'il s'agit de quelqu'un en qui vivait la flamme de la révolution. Et c'est pour ça que je me dis, vous en tant que jeune camarade et en tant que regroupement aussi des jeunes, c'est très important que cela puisse être bien partagé avec vous de manière à ce que les uns comme les autres comprennent. C'est vrai, on dit on n'est jamais prophète dans son pays. C'est ça qu'on dit souvent. Mais il y a beaucoup d'éléments. Parce que Ibrahim a réellement posé des actes dans sa vie avant même qu'il ne devienne président du CSN à partir du 28 janvier 1996. Avant cela, il avait déjà posé des actes et il vivait en tant que jeune révolutionnaire, il vivait ça. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez, au Niger, ici, le 6 octobre 1983, cette date vous rappelle quoi?
Quelqu'un a un souvenir? Hein? Voilà. Alors, ce coup de force que Bankano a organisé, qu'il a appelé plus tard révolution des palais, parce que presque ça n'est ainsi, parce que c'est un monsieur qui a eu la chance d'avoir très tôt la confiance et pratiquement du lieutenant-colonel Seyni Kounché à l'époque. Et lorsqu'il est venu à devenir le chef d'état-major à l'époque, il était un de leurs collaborateurs, un de leurs camarades. Il avait un certain nombre de choses. Vous savez, en Afrique, souvent les gens font certaines démarches qui ne sont pas forcément celles qu'on fait de façon, comme on dit, ordinaire. Hein? Alors, Bankano jouait ce rôle-là, ce jeu, entre Seyni Kounché et le défunt colonel Idriss Harouna qui est venu à mourir au cours de la semaine, là, je crois. Donc, ce Bankano-là était quelqu'un qui était trop dans la vie de Kounché. Et à côté de lui, Ibrahim Barry Menassara, qui, juste après avoir quitté, pratiquement, dès qu'il est venu, et après avoir quitté l'école, je veux dire, ses premiers postes, c'est en tant que jeune sous-lieutenant d'ailleurs, ça a coïncidé qu'il y a eu les événements du 15 avril 1974. Et il était le premier aide de camp que Kounché avait choisi. Il a donc séjourné en tant qu'aide de camp de Kounché pendant quelques temps avant de bénéficier d'une formation qui devait lui permettre d'aller et plus tard aller à un autre poste, notamment le poste de la garde présidentielle qui a été créé à cet effet. Il fallait des hommes de confiance parce que c'était un régime militaire qui ne pouvait pas s'accommoder de la garde républicaine qui devait normalement en République. C'est la garde républicaine qui doit garder toutes les institutions de la République. On peut peut-être, en fonction de l'importance de la personnalité ou du rôle qu'elle peut être amenée à jouer, on peut donner plus ou moins un nombre important de gardes qui doivent s'en occuper. Mais comme il s'agissait d'un contexte de régime militaire, donc de ceux qui sont arrivés par la force, évidemment ceux qui sont arrivés par la force, il faut se protéger par la force avec des hommes de confiance. Voilà un peu l'esprit dans lequel il fallait qu'il y ait une garde spéciale qu'ils ont appelée garde présidentielle et qui était constituée et composée avec des hommes de confiance. Donc il fait partie, Ibrahim Menassara, des gens de confiance de Kounché. Et Dieu merci, il a été un homme de confiance qui a réussi à remplir dignement, je veux dire, et à mériter la confiance placée en lui jusqu'à la fin. Je parlais de la date du 6 octobre. 6 octobre, vous le savez, 6 octobre 1983, c'est pratiquement quelques jours après le lancement, j'allais dire après l'avènement de 3 août 1980, non, c'est le 4 août, pardon, 1983, l'avènement des Sankara, là-bas en Haute-Volta, qui sont arrivés avec leur groupe pour engager la révolution burkinabé. Et donc quand il y avait la crise ici, qui a conduit à cette tentative-là, le rôle que justement Ibrahim a fait, c'est qu'il sait tous ces beaux mondes-là qui étaient autour de cette tentative de révolution de palais de Bankano, c'était des minables gens qui n'avaient aucun mérite à véritablement abuser de la confiance de Kounché et de faire partie du régime de Kounché. Voilà comment
il s'est convaincu qu'il ne faut pas accepter que ce fameux coup réussisse. Et dans son rôle de commandant de la compagnie para à l'époque, il avait joué un rôle déterminant dans la mise en échec de ce fameux coup d'État, cette fameuse tentative qui avait été organisée par Bancano à l'époque. Ça, c'est un aspect très important. En le déjouant, certains peut-être peuvent ne pas comprendre comment un révolutionnaire de la trempe de Sankara et d'Ibrahim Barré Medassara peuvent jouer dans ce sens, alors qu'ils ont l'opportunité eux aussi de faire exactement comme leurs camarades venaient de lancer en Haute-Volta. La particularité ici, c'est qu'ils avaient posé l'acte pour déjouer la trahison qui était organisée par Bancano, qui croyait que le moment était venu de pouvoir se prendre la main. Et c'était un acte de trahison qui était mal perçu et mal jugé et qui ne pouvait pas servir d'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas opportuniste, pour dire voilà que c'est le moment, nous aussi on va faire la même chose que nos camarades à côté qui sont en train de faire. Mais sinon tout était fini, n'eût été vraiment l'effort, ce qu'il a fait, c'était parce qu'il avait résisté. C'est la résistance d'Ibrahim Barré Medassara qui avait déjoué ça. C'est très important de mentionner ça. Après, la situation a continué. On était là jusqu'à ce que, pratiquement, de sa position militaire, en tant que chef militaire, il a fini par être nommé ministre de la Santé en septembre 1987. À cette date-là, ça se trouvait que le général président du CMS, Kounché, était déjà dans une situation de santé, de dégradation de la santé très avancée. Mais néanmoins, sur le plan politique, il y avait une volonté très réelle qui avait été affichée par le président Kounché à l'époque et ses camarades, surtout lui, celle de vouloir aller du régime militaire à un régime civil. Et il avait donc déjà engagé, à la suite du travail qui a été fait d'ailleurs depuis 1979 pour l'élaboration du projet de la société de développement, donc on a fini par élaborer la charte nationale, et cette charte nationale avait été soumise à référendum le 14 juin 1987. Et ce référendum donc a consacré l'adoption de cette charte nationale. Donc cette charte nationale, c'est un cadre d'orientation qui devait servir de feuille de route pour toutes les étapes à suivre pour passer du régime militaire au régime civil. Malheureusement, ça a été adopté le 14 juin et en début du mois de juillet déjà, 87, le président Kounché était tombé malade. Et il fut évacué et ça a duré à peu près une quarantaine de jours avant qu'il ne revienne au pays. Et c'est quand il est revenu vers la fin du mois d'août pratiquement, que comme d'habitude on fait le remaniement ministériel au mois de septembre à l'occasion de son séjour de congé, parce que lui c'est quelqu'un qui prenait toujours congé pour aller au village et maintenant rencontrer ses cousins, ses cousines, et bon, en tout cas il ne faisait pas comme certains faisaient pour appeler leurs voisins. Donc à cette occasion, le remaniement là de septembre, c'est ce remaniement là qui a vu Ibrahim Barré Medassara nommé ministre de la Santé. Et c'est dans son rôle de ministre de la Santé, et entre autres aussi considéré comme étant de la famille spirituelle, parce que Kounché c'était pratiquement, sa famille est devenue la famille spirituelle de Ibrahim Barré Medassara.
Donc, lorsqu'il a été évacué à nouveau au courant du mois d'octobre, il s'est senti le devoir de l'accompagner et d'aller avec lui à Paris. Et c'est pratiquement, je vais dire, avec lui en sa présence, pour ne pas dire devant eux, que justement le président du CMS, le général Kounché, avait rendu l'âme le 10 novembre 1987 à 15h15 à Paris. C'était un mardi. Donc, là, c'était la fin du régime de Kounché. Maintenant, évidemment, il y a eu beaucoup de situations peut-être qui ne sait pas aujourd'hui d'en parler, ce n'est peut-être pas le plus important. Mais ce qui est sûr, Ibrahim avait eu un message, parce que pendant longtemps, ils ont parlé avec lui et Kounché sur la suite, parce que depuis quelque temps, la préoccupation, la hantise de Kounché, c'était le Niger après lui. Que va devenir le Niger après lui, au vu de tous les gens là qu'il connaît? Donc, il y a eu un certain nombre de choses qu'il a pu partager et bon, malheureusement qui n'ont pas été suivies comme il fallait. Donc, ce qui fait que les militaires, le 14 novembre, c'est un samedi, ils ont fait leur réunion des officiers, ils avaient fini par décider autrement que ce que Kounché souhaitait, en tout cas, ou attendait. Et ils ont décidé, malgré lui-même, aller chez vous, malgré lui, parce qu'il ne voulait pas, c'était les gens ont fini par le contraindre, parce qu'il voulait un paravent qui allait jouer, porter le chapeau, pour qu'eux, en bas, ils fassent toutes leurs conneries, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Et c'est comme ça que finalement, on a reconduit Aliché Bouka, il a été désigné le nouveau président du CMS le samedi 14 novembre 1987. Il a nommé un gouvernement qu'il a mis en place le 20 novembre 1987. Dans ce gouvernement-là, Ibrahim Barry Médessar a été reconduit comme ministre de la Santé. Et il était là en tant que ministre de la Santé durant le laps de temps qu'il y était en tant que ministre de la Santé. Et on est donc arrivé jusqu'en 1988 et à partir du mois de mars 1988, il y a eu donc la situation qui était intervenue qui a conduit à l'accident par la suite, et l'accident qu'il a subi, et un accident semi-attentat, en tout cas attentat, parce que pour les données qu'on a, c'était un coup monté contre lui, et en raison d'un certain nombre de considérations que les gens avaient. Mais lorsque le destin doit s'accomplir, personne ne peut empêcher au destin de s'accomplir. Finalement, lorsqu'il y a eu cette affaire de parachute japonais qu'il avait utilisé, parce que c'est quelqu'un qui aimait trop le sport. Il aimait trop cet exercice de parachute et qu'il voulait le faire, malgré le fait qu'il soit ministre de la Santé, qui n'est pas en réalité il n'est plus dans les compagnies, mais ça lui plaisait de le faire. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a subi malheureusement cet accident-là, et qui a fait que par la suite il a été heureusement évacué en France, et par Dieu il a eu la chance de pouvoir sauver sa vie dans les conditions que l'on connaît. Celui qui connaît ça assez bien, c'est Pierre Jibril, qui a fini par être avec lui à l'époque, et pendant un certain temps, le temps que la situation soit calme de son côté. Alors, donc, après, quand il a retrouvé un peu sa santé, finalement, il a été éloigné. Les gens ne voulaient pas qu'il revienne, parce qu'ils le voyaient comme une sorte de menace. Donc, c'est comme ça qu'on l'a laissé dans un premier temps à l'ambassade de France, puis ensuite,
à l'ambassade d'Algérie. Et ça, donc, entre-temps, les réformes politiques avaient continué. On a fini par créer le MNSD, Parti État. Ensuite, on est allé à la conférence. En tout cas, il n'est venu ici que pratiquement et lorsque la conférence a pu se dégager. Donc, l'homme avait ses convictions et il avait sa vision du monde. Il avait sa vision du monde et la chose que je tiens particulièrement, qui est très importante, c'est lorsque en 1900, après le coup d'État, le régime de Kounché, le CMS, avait décidé de rompre la coopération avec la Chine-Taïwan, la Chine de Formose, la Chine de Tchengetak, pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Et ils ont décidé de reconnaître la Chine populaire de Mao à l'époque où Mao était vivant. Jusqu'en 1976, Mao vivait. Donc ils ont noué des relations avec la Chine populaire au détriment de la Chine de Formose. Et la raison qui a poussé le régime de Kounché à le faire, c'est qu'ils avaient une conviction eux-mêmes, des gens qui voulaient véritablement une approche beaucoup plus progressiste, beaucoup plus qui prend en compte les préoccupations populaires que l'autre lecture que les gens avaient. Et c'est ainsi qu'ils ont pu établir cette coopération-là. Lorsqu'ils ont établi cette coopération avec la Chine, cela a pénétré à l'occasion de leur mission qu'ils ont été amenés à faire. Donc lui-même, Ibrahim, a donc fini par acquérir cette conviction profonde, révolutionnaire. Et il a commencé à aimer la Chine. C'est pour cela que même quand il y a eu tout ce qui s'est passé ici, après le coup d'État, après les événements, comme on appelle, après le régime de Kounché, quand Ali Cheb est arrivé, quand à la conférence nationale, et jusque-là on avait même dit à la conférence de ne pas modifier la carte diplomatique, les gens avaient triché. Ils ont trahi et trompé le peuple nigérien, trompé la conférence nationale pour considérer qu'il fallait que pour le besoin de l'argent que la Chine-Taïwan était en train de proposer à certains pays qui étaient prêts à la reconnaître, parce qu'elle cherchait un certain nombre de pays pour être reconnus au plan international au niveau des Nations Unies. Certains dans ce pays, contrairement à tout ce que nous avons soutenu et défendu à la conférence nationale pour défendre le régime de transition, de ne pas changer la carte diplomatique, nos camarades qui participaient à la gestion de la transition ont trahi la conférence, ils ont trahi le peuple nigérien et ils ont estimé qu'il fallait accepter à cause de l'argent à reconnaître la Chine de Taïwan, sachant très bien qu'en reconnaissant Taïwan, la Chine populaire allait rompre avec le Niger. Et les gens ont assumé ça, parmi lesquels il y a aujourd'hui ceux qui aujourd'hui jouent un rôle important dans notre pays, qui ont défendu bec et ongle cette logique-là. Et la Chine de Taïwan étant reconnue, on a continué avec la Chine-Taïwan jusqu'à la fin de la transition. Et l'AFC est arrivé au pouvoir. Personne n'a eu le courage de revenir sur ça. Et durant tout le régime de l'AFC, les gens de l'AFC ont maintenu la relation avec la Chine-Taïwan. Et certains responsables ont même fait le déplacement de la Chine pour aller obtenir de l'argent cadeau avec la Chine et qui sont venus partager ici dans ce pays-là entre les mains de tous les responsables des institutions de la République de cette époque-là de 1994. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, la Chine-Taïwan a demeuré
durant la période de la première phase du régime de la Troisième République avec l'AFC, et même plus tard avec le régime de la cohabitation. La cohabitation, c'était un régime qui a substitué le régime de l'AFC avec le changement de majorité à l'Assemblée et qui a fini par... Et la nouvelle majorité qui était composée de la nouvelle majorité qui était le regroupement nouveau des PNDS Tareya et du MNSD Nassar. Et que c'est ce regroupement nouveau-là qui était appelé nouvelle majorité. Et que ce regroupement aussi n'a pas touché à la carte diplomatique. Pour revenir sur la reconnaissance de Taïwan, il a fallu qu'il y ait les événements du 27 janvier avec l'arrivée de Ibrahim Mbaré Ménessara comme président du CSN, chef de l'État, pour que pendant cette transition même, pendant la transition qu'ils avaient initiée à partir de cette date, du 27 janvier, qu'ils choisissent de rompre avec la Chine Taïwan et à reconnaître la Chine populaire. Et finalement, la Chine populaire est revenue dans ses relations diplomatiques et de coopération avec le Niger. J'insiste, je le dis, pourquoi? Parce qu'il est bon que nous comprenions et que nous retenions ce fil conducteur de ce qu'a été l'approche et le vécu révolutionnaire de Ibrahim Mbaré Ménessara depuis son mentor Kounché, qui justement a reconnu pour la première fois la Chine populaire au détriment de la Chine de Formose, sachant très bien que la Chine Formose, la Chine Taïwan, c'est en réalité l'impérialisme international incarné par les États-Unis et la France. C'est eux qui sont les amis de la Chine Taïwan. Donc, comprenez qui voit. J'ai voulu aussi mentionner quelque chose de très important. C'est une parenthèse ça. Lorsqu'il y a eu les événements du lundi 15 avril 1974, c'est des événements qui sont intervenus à un moment où la France était politiquement déstabilisée. Parce que le président français de l'époque, Georges Pompidou, en était mort. La France donc était en deuil quand il y a eu les événements du coup d'État de 1974. C'est important que les gens comprennent ça. Quand il y avait eu le coup d'État de 1974, il y avait les bases militaires françaises au Niger. Avec le camp Leclerc qui est là, qui est devenu plus tard le camp Bagaji Iya, et la caserne Garb Hassan qui est là qu'on appelle caserne de rond-point 6e. C'était les Français qui étaient là. C'est là-bas où se trouvait leur base. Mais sitôt le coup d'État conclu, achevé, terminé, l'un des premiers actes du CMS sous l'autorité de Kounché, c'était de demander à la France de retirer ses militaires. Donc là aussi, comprennent qui voit. Il fait retirer à la France sa base. Il reconnaît la Chine Taïwan. Et il chasse la Chine Taïwan. Il reconnaît la Chine populaire. Il est bon pour les historiens et pour les analystes politiques qui ont fait la science politique de faire le travail d'une analyse assez détachée, dépassionnée, pour qu'ils comprennent véritablement c'est quoi l'état d'esprit de ces hommes-là. C'est très important. Donc, avec Kounché, on a reconnu la Chine populaire. Avec Barré, on a ramené la Chine populaire. Et c'est le retour de la Chine populaire qui a permis de reprendre la coopération avec la Chine populaire, qui aujourd'hui est en train de devenir la première puissance économique du monde, devant les États-Unis et tous les autres. C'est très important de noter ça.
et de compréhension. Et aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette reconnaissance par Barré, je veux dire, le régime de Barré est déjà au temps du CSN. Aujourd'hui, tout ce sur quoi on s'en vante, véritablement, c'est le produit de la coopération avec la Chine. C'est le produit de la coopération avec la Chine aujourd'hui. C'est important de le noter. Et on a eu à le démontrer et on le démontre aujourd'hui. Vous voyez bien, déjà avant la fin, un jour j'avais reçu personnellement un responsable de l'ambassade de France qui était venu nous voir et il voulait échanger avec nous sur les raisons de notre radicalité par rapport au rapport avec eux. Nous leur avons tenu un langage très clair. Celui qui a consisté à dire, retenez une chose, la coopération que nous devons bâtir entre nous doit être une coopération utile de manière réciproque. Aujourd'hui, la France, votre pays, on peut faire le bilan. Depuis la colonisation, nous, le Niger, on a eu quoi? On a eu quoi? Rien du tout. Nous sommes le dernier pays de tous les 14 pays du précaré français en Afrique qui n'avons aucune histoire en termes d'acquis matériel surtout et de la colonisation. Si vous voulez le chemin de fer, ce qui tient tant à certaines personnes, ce chemin de fer là, il est arrivé à Parakou alors qu'il devait venir à Terminus. C'est ça le nom du quartier. Le quartier Terminus là, on a dit quartier Terminus, c'est pour être le terminus du train qui doit venir donc de Cotonou à Niamey et le terminus du train qui doit venir de Abidjan à Niamey via Ouagadougou. Et aussi, il y a même une perception qui disait que le chemin de fer aussi de Dakar devait faire Dakar, Bamako, Gao, Gao, Niamey. Aujourd'hui, il y a quoi? Rien de tout ça. Et nous avons pu démontrer que la relation bâtie, défendue, soutenue par ceux qui ont eu l'ingéniosité et le courage politique de chercher à bâtir la coopération avec la Chine populaire doivent être éternellement remerciés et félicités par les Nigériens. Pourquoi? Les résultats sont là sur le terrain. Tout ce que nous sommes là en train de... Je disais ça un jour justement à ce responsable français, de regarder dans le pays là. On peut compter sur un bout de doigt les infrastructures qu'on a pu avoir dans ce pays grâce à la France. En dehors de la maison du gouverneur, dites-nous il y a quoi? J'ai fait remarquer que le premier bâtiment que nos parents appellent Foulamakan. Foulamakan, ça veut dire que tu lèves la tête jusqu'à ce que ton bonnet tombe. C'est El Nasser. El Nasser, c'est les Égyptiens, c'est Gamal Abdel Nasser. C'est le premier bâtiment qui fait 12 étages au Niger. Ensuite, la deuxième infrastructure merveilleuse qu'on peut venir voir, c'est le pont qu'on a appelé le pont Kennedy, et qui est offert par un autre pays que la France. La troisième infrastructure, c'était quoi? C'est le stade Omnisport. Qui a offert ça? C'est la Chine. La quatrième, c'est le deuxième pont. Qui a offert ça? C'est la Chine. Le troisième pont, qui a offert ça? C'est la Chine. Mais où est la France? C'est ça on a dit. Donc il faut que vous compreniez, si nous sommes en train de... Alors que la France, depuis 1968, vous êtes en train d'exploiter l'uranium.
dans notre pays et il vous aide à allumer une ampoule sur 3 en France et tous les métaux et autres qui utilisent l'électricité, c'est à base de l'électricité nucléaire. Donc l'électricité qui est faite à base de, comment vous appelez ça, de l'uranium, dont celui de notre pays. Et c'est cela qu'un pays qui est dépendant à ce point du Niger, que certains dans ce pays ont eu le culot de dire que c'est par pitié que la France achète notre uranium pour nous rendre service. Et c'est ce genre de personnes qui aujourd'hui bombent la poitrine pour dire qu'ils sont des progressistes défenseurs de ce pays-là. Je continue. Alors, nous avons dit, Ibrahim Baré Melsa, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, dans les conditions où il est arrivé, les actes révolutionnaires qu'il a posés, il a trouvé que la Libye, un des pays phares, défenseurs de l'Afrique, sous l'autorité de Kadhafi, était sous embargo. L'Union africaine a fait une réunion au Maroc et elle avait dénoncé ça. Elle avait estimé que l'embargo était injuste et qu'il fallait y mettre fin. Il avait dit, on ne va même pas passer le temps à attendre. Lui, il va faire la preuve. Et de là-bas, là, de Maroc, là, il a décidé directement de descendre sur Libye pour montrer que lui, il vient pour violer le fameux embargo. Il a osé, il l'a fait. Premier acte. Deuxième acte, toujours en relation avec la Libye. Tout le monde ne veut pas que Kadhafi traverse son territoire aérien ou qu'il se déplace dans l'avion et aller dans son pays. Personne n'a accepté. C'est Baré Melsa qui a accepté d'inviter le colonel Kadhafi pour qu'il vienne au Niger en traversant l'espace aérien nigérien, donc en violation de l'embargo. Il l'a fait. Il a osé l'accepter. Et pour se solidariser avec lui, pour montrer que ce n'est pas seulement la gueulade, il a accepté, en accord avec son ami Sani Abacha du Nigeria, de rentrer dans l'avion à partir de Niamey avec Kadhafi pour aller atterrir au Nigeria et rencontrer Sani Abacha. C'est très important ça. C'est des actes audacieux qui en disent long sur ce qui bouillonne de l'esprit de la personne, dans le cœur de la personne et dans son âme en termes de combativité révolutionnaire. Un moment, on était là en train de dire au Soudan, Al-Bashir du Soudan, on était en train de l'accuser de fabriquer de vouloir fabriquer des armes chimiques. Baré a appris ça. Il a décidé de partir au Soudan pour visiter ce laboratoire pharmaceutique où justement ce n'était que des produits pharmaceutiques ordinaires qu'on est en train de produire et non des armes chimiques. Et à partir de là-bas, il a fait une déclaration pour tonitrer, pour dénoncer les gens qui étaient derrière ces dossiers, qui voulaient accuser injustement le Soudan et vouloir faire du mal à ce pays frère musulman. Troisième chose, pendant près de 50 ans, à l'époque, le Cuba était sous embargo et tous les gens qui développaient des rapports avec le Cuba étaient stigmatisés et ils voyaient leur coopération avec les États-Unis et s'altérer. Tout en le sachant, il a accepté de prendre son avion et de partir rendre visite au leader Maximo. Fidel Castro, à l'époque, il y était encore à la tête du Cuba. Et c'est à l'occasion de cette visite-là que depuis lors, notre pays a noué des relations avec ce pays qui était un pays très spécial
et surtout sur le plan médical, qui a développé. C'est un des pays. Regardez Cuba, là, ça ne fait même pas le département de Dosso. Je veux dire la région de Dosso. En termes de taille. Mais ils ont plus de 300 000 médecins. 300 000 hein, médecins. Et dans toutes les spécialités. Il a développé cette relation qui a même fini par se concrétiser par l'envoi des médecins cubains ici au Niger, dans le cadre de la coopération, pour qu'ils viennent aider nos compatriotes à se soigner et puis à se former. Et depuis lors, on envoyait aussi des étudiants nigériens, et comment on appelle ça, en Cuba, pour aller se former. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont pu se former là-bas, et jusqu'à présent d'ailleurs, on continue encore à envoyer. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Ça, c'est du point de vue de l'action combattante à l'international, qu'on peut considérer comme étant des actions à connotation révolutionnaire, dans la mesure où c'est là où il y a des problèmes, c'est là-bas qu'il va pour marquer son soutien. C'est très important. Alors, maintenant, quand on revient au niveau pays, le régime de Barré, c'est vrai, il y avait toutes les critiques que les gens ont formulées à son encontre, ceux qui avaient pensé qu'ils pouvaient les utiliser comme des bambins. Ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents que eux. Vous vous rendez compte? Ils pensaient qu'ils pouvaient les instrumentaliser parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont l'intelligence et que eux, c'est des bidasses. Donc, ils pensent que c'est des bidasses qui réfléchissent comme des bidasses et donc qui peuvent être utilisés comme des instruments à leur sorte pour permettre à des gens d'atteindre leur objectif politique. Comme ce qui a pu réellement se passer à l'occasion des événements du 27 janvier 1996, que Barré a rappelé à la face du monde, en présence de tout le monde, le 29 avril 1998, à l'occasion d'une conférence des cadres au Palais des Congrès, où il a tenu à expliquer comment les choses se sont passées. Quels étaient les rapports qu'il avait avec eux, les hommes politiques, et aussi de l'autre côté, ses camarades politiques, ses camarades militaires. Il a expliqué, pour ceux qui se souviennent, les données sont très claires. Il y avait des gens qui pensaient qu'ils pouvaient les utiliser pour qu'ils leur fassent une sorte de demi-coup d'État qui consistait à uniquement enlever le président et à les laisser continuer. Il y avait même des gens qui ont eu le culot de critiquer l'avènement du CSN. Quand c'était arrivé, ils ont fait une déclaration. Je me rappelle, M. Bazoum Mohamed était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et il avait fait une déclaration qui a été diffusée le dimanche 28 à 13h30 sur RFI, et où il était en train de stigmatiser l'événement et de condamner tous ceux qui viendraient accepter de collaborer avec eux. Il est allé même jusqu'à dire qu'il faut être indigne pour accepter de collaborer avec ces militaires-là, cette junte militaire du CSN. Bon, par la suite, on a su qui étaient les indignes, en fait. Parce qu'on a bien noté que ceux qui ont collaboré avec le CSN, qui ont travaillé avec le CSN, c'est bien lui entre autres. Donc, il faisait partie des indignes en question. Et par la suite, lorsque il y a eu le forum du renouveau, auquel on a pris part, du 1er au 7 avril, ce forum du renouveau avait discuté sur l'orientation à donner aux futures institutions qui devaient consacrer la future 4e République. À cette occasion, il y a eu des débats, il y a eu des discussions. Et nous-mêmes, nous avons été de ceux qui ont soutenu fermement l'idée de casser la dictature des partis politiques qui avait été consacrée par la 3e République pour introduire la notion des candidatures indépendantes. Parce que, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse imposer à tous les citoyens d'être obligés, d'être condamnés à être militants des partis politiques s'ils veulent participer à la vie publique de leur pays. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si quelqu'un pense qu'il peut être un conseiller dans une commune, pourquoi dire qu'il ne peut pas être un conseiller candidat? Si les gens lui font confiance, il est un des conseillers combat.
Pourquoi il faut qu'il soit dans un parti politique? Cette affaire de boutique désormais, parce qu'on a vu que les partis, ce ne sont que des simples boutiques. C'est tout. Juste pour chercher des postes. C'est ça la réalité. Donc, quand l'idée de la candidature indépendante a été introduite dans le cadre de la constitution de la 4e République, le jour où on avait, la 4e République avait été, le texte là a été soumis à référendum, c'était le 12 mai 1996, après l'adoption de la Constitution, alors à ce moment-là, qui a consacré les candidatures indépendantes, à l'époque il était déjà devenu général, le général Ibrahim Baré Manassar avait décidé d'être candidat à sa propre succession, c'est-à-dire à la succession du CSN. Donc maintenant, tout ce qui a pu se passer dans ce contexte-là, et les démarches qui s'en ont suivi, et les résultats qu'on a eu après les élections de 7 et 8 juillet, donc ont consacré, et ils se sont fait consacrer, et comment on appelle ça, élus, et il était élu à 52% sur la base des résultats qu'ils ont pu trouver à l'époque. Mais entre ce qui s'est passé à cette époque-là et ce qui s'est passé plus tard, que ce soit dans les années, et même ce qui vient de se passer récemment, quelle est la différence? Quelle est la différence? Quand vous avez la baïonnette, vous avez risqué votre vie. C'est ça. Vous êtes des militaires, vous avez risqué votre vie, vous avez décidé de vous engager, vous êtes parti et vous avez la force réelle. Vous venez, vous aimez le pouvoir, vous vous organisez, vous utilisez la force et vous vous maintenez au pouvoir. Et celui qui, lui, en fait, il n'a de force que la force des autres. Et qui peuvent utiliser des règles de manipulation savantes pour faire des faux PV et se donner des victoires. Et avec la complicité d'une chaîne de complicité qui est là, établie, qu'on puisse se retrouver avec, et donc finalement un résultat qui est là. Alors, quelle est la différence entre ce hold-up qui a été fait en 1996 par l'équipe d'Ibrahim Baré Manassar, parce qu'il sait et il a dit le 29 avril 1996 et 98, pardon, il a expliqué pourquoi il a fini par dire finalement ces gens-là, il faut que moi je me présente. Et même quand les gens ont dit pourquoi il va se présenter, ils veulent qu'on laisse la politique, il dit mais eux aussi, les autres, ils doivent quitter. Ils doivent accepter, c'est pas possible qu'on fait un coup d'État, on renverse une équipe et les mêmes personnes reviennent. Alors qu'eux-mêmes ont reconnu leur faute. Ils ont signé le papier de leur édition, comme quoi ils se reconnaissent fautifs d'avoir créé la situation de tension politique qui a été responsable de tout ce qui avait été vécu pendant cette période de cohabitation chaotique. Donc, comment encore les mêmes personnes vont revenir encore? Et finalement, comme c'était les mêmes personnes qui devaient revenir, au sein des partis politiques, c'est la dictature. Donc, c'est les mêmes qui dictent leur volonté et c'est leur volonté qui se fait. Et c'est comme ça, finalement, que la situation... Et comme les gens imaginaient la veille dans une lettre adressée par le président de l'Assemblée, pour dire que le président de la République, il est incapable d'exercer ses fonctions parce qu'on lui reproche d'être malade, parce qu'il est en train de vouloir dissoudre à niveau l'Assemblée nationale, alors que c'était que des intentions qu'on lui prêtait. Parce que ce que les gens étaient amenés à dire, finalement, ça ne s'est pas avéré ça. Et finalement, ils ont fait ça. Et quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit qu'il est fou. C'est ça, ils ont dit qu'il était malade, il était incapable d'exercer ses fonctions. Mais maintenant, quand les militaires ne se sont pas prêtés au jeu et n'ont pas accepté qu'on les utilise comme des instruments, alors il fallait maintenant se liguer contre ces militaires-là pour décider de dire on va créer le FRDD pour restaurer la démocratie, comme si eux, ils étaient des démocrates. Et la démocratie, ce n'est pas seulement des mots. Ce n'est pas dire seulement on est démocrate ou on est des civils. Il n'y a pas que les civils qui peuvent faire la démocratie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il a été prouvé sur le terrain, historiquement parlant, du point de vue du respect des grands principes démocratiques,
Tous les chefs d'État que nous avons eus dans ce pays-là, les gens qui ont fait preuve du respect de la démocratie, du respect de la dignité humaine, du respect des droits de l'homme, mais c'était des militaires même. Parce qu'on a vu, on vient de vivre et on continue de vivre un régime soi-disant des démocrates, des civils, et le résultat est là. Concrètement, le résultat, il est là. Voilà. Alors, si la démocratie devait être un rêve pour le peuple, un droit pour les citoyens, pour qu'ils puissent exercer leur citoyenneté en toute responsabilité et être capables, en tant que citoyens, de choisir par leur volonté, par leur choix, ceux qui devaient les diriger, parce qu'on a dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire qu'on doit rendre possible que le choix du peuple soit véritablement connu et respecté. Et si vous ne pouvez pas le respecter, vous pouvez manœuvrer, vous pouvez tricher. Moi, je continue à m'interroger toujours. Comment quelqu'un qui considère qu'il incarne et porte des valeurs peut s'accommoder du faux, peut s'accommoder du mensonge et vouloir considérer que la fin justifie les moyens. Et que c'est après avoir manœuvré, triché, trompé, tronqué pour arriver à ce qu'on veut, que maintenant on va venir s'asseoir et dire maintenant, bon, désormais, voilà, on va être correct. Et que désormais, on va respecter les lois. Désormais, il faut que tout le monde respecte les lois et tout le monde respecte ceci, respecte cela. Mais alors, on se moque de qui là? Voilà un peu la situation que nous vivons et qui peut se comparer avec le régime de Barré. Barré, quand il est arrivé au pouvoir, dans les conditions de la gestion des 3 années de Barré, mais le travail titanesque qui avait été fait sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, mais c'est incommensurable. Même l'éducation dont on parle tant, c'est avec Barré qu'on a pour la première fois réfléchi à une vision perspective de l'éducation au point d'élaborer une loi pour définir la loi d'orientation sur le système éducatif. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a au moins eu l'idée d'avoir pensé à cette loi d'orientation sur l'éducation, parce que le système éducatif, c'est quelque chose de très fondamental dans la vie d'un peuple. Toute communauté humaine qui ne réussit pas à asseoir les fondements de base d'un système éducatif, le système de santé, le système de sécurité, le système judiciaire, le système économique, par des gens de qualité bien formés qui vont être en mesure de les animer pour dire d'un bon système éducatif. Mais ce pays est voué à l'échec. C'est ça la réalité. Lorsqu'on rate l'éducation, on rate tout. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous avons raté depuis toute une génération et à rater le système éducatif et le résultat est catastrophique. Avant-hier même, j'étais à l'université et à l'occasion d'une soutenance de thèse d'une nièce et je me suis mis à poser avec un certain nombre de trucs, mais j'ai attrapé la tête. Quand vous allez voir les thèses même de doctorat, qui sont faites donc par des étudiants qui sont en doctorat, mais c'est pitoyable quand on ne peut pas faire une belle phrase, sujet, verbe, complément. Et que ce soit le produit de notre système éducatif. Et ça, sur ce terrain, nous sommes d'accord avec tous ceux qui ont compris que le système éducatif mérite d'être repensé. Et qu'est-ce que Barré a fait à l'époque? C'est avec Barré qu'on a eu les premières idées de consolidation de ce que doit représenter la qualité éducative. C'est avec lui qu'on a créé l'école d'excellence pour promouvoir l'excellence. Parce qu'on a compris que si on continue comme ça, on risque même un jour de n'avoir même plus aucun scientifique. Actuellement, on n'a pas, chaque année, on n'a même pas 200 étudiants. En tout cas, ça ne fait pas 500 élèves qui sont candidats au baccalauréat série C. Vous voyez, non? Mais ça, c'est dramatique. Hein? Vous voyez un pays où il n'y a pas de science, alors que le monde se développe grâce à la science et la technique. Et pour faire la technique, il faut la science. Il n'y a rien à faire.
Nous avons vu des gens défendre que, bon, on est philosophe, la philosophie c'est aussi une science. Très bien, c'est une science humaine. D'accord? Mais elle n'est pas une science qui permet de fabriquer une caméra. Ah oui, oui. C'est clair. Mais je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire. Mais pour qu'on puisse être capable de pouvoir créer ce qui va permettre à l'humanité d'avancer en termes de produits de la science et de la technique, il faut qu'on fasse l'autre science. La science des chiffres. La science exacte. Ça, c'est important qu'on puisse le respecter. Sur le plan sécuritaire, mais on a vu. Qu'est-ce que Barré a fait en décidant qu'on ne va plus continuer à envoyer nos cadres militaires se former à l'extérieur? Barré a décidé de créer l'école le Prytanée militaire. Et en créant le Prytanée militaire, avec Barré, on a posé le problème de la démocratisation de l'accès à l'école. Oui, c'était clair. Les premiers élèves, c'est maintenant que peut-être c'est foutu. Mais à ce moment-là, on vient, c'est les meilleurs. On s'en fout de qui tu es, d'où tu viens, qui est ton père. On fait le concours, les meilleurs sont choisis. C'est eux qui sont acheminés dans cette école-là, au nombre de 50. Et il arrive que dans le cadre de la coopération avec d'autres pays, on prend les 2, 3, 4 premiers et on essaie de les envoyer en coopération avec d'autres Prytanés des pays de la sous-région. Mais ça, ça a été. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas la taille, c'est l'idée, c'est l'acte, le fait de penser à créer quelque chose. Et on a vu, le Prytanée militaire est devenu une école d'excellence. Et tous les concours qu'on a fait, c'est finalement eux qui ont souvent été les meilleurs. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Ensuite, pour envoyer les officiers, on a dit qu'il faut encore créer l'EFOFAN. L'école des formations des officiers supérieurs. Pour que quand vous finissez, vous devenez lieutenant, je crois, c'est lieutenant ou sous-lieutenant. Aspirant, en aspirant à sous-lieutenant, c'est ça. Bon, donc c'est ça qu'il a créé pour qu'on puisse asseoir les fondamentaux de base éducative en termes de formation, parce que, comment on appelle ça, ils ont une devise, s'instruire pour mieux bâtir. Parce que justement, pour pouvoir contribuer à la bâtisse, il faut s'instruire. Il faut être formé. C'est pour ça que nous l'avons toujours dit. Chaque fois qu'on est devant les étudiants ou devant les compatriotes nigériens, nous leur disons travaillez, prenez de la peine. Il faut prendre la peine d'étudier, de savoir, de chercher le savoir. Ce n'est même pas forcément le point qu'il faut chercher en termes de diplôme, mais le savoir et la connaissance. Les gens peuvent avoir des diplômes, mais en réalité, du point de vue de la connaissance, du vrai savoir, ils ne l'ont pas. Ça, c'est très important. Il faut le noter. Autre chose qu'il faut dire et qu'il faut rappeler, sur le plan culturel, ici, il y a beaucoup de questions qu'on avait promues, telles que le problème de la parenté à plaisanterie, pour renforcer l'unité nationale, pour créer la dynamique. Parce qu'on sait que pour construire l'unité nationale, il faut faire en sorte qu'on trouve les ressorts sur lesquels l'unité va se bâtir, elle va se construire. Et cela a été trouvé déjà par nos dévanciers avant. Et ils n'ont fait que renforcer et continuer à réfléchir sur ce qui pouvait permettre. Donc il y a eu une révolution culturelle aussi, dans le sens de repenser les rapports humains entre les gens, pour donner une suite aux idées qui devaient aider à renforcer, à raffermir l'unité nationale. Pour que dans ce pays-là, que chaque Nigérien, d'où qu'il se trouve, qu'il considère qu'il est Nigérien, la seule carte qui marche, c'est d'être Nigérien. Ce n'est pas une affaire de couleur de peau, ni une affaire d'ethnie ou de tribu. C'est une affaire de prendre la conscience d'appartenir au Niger. Et c'est pour ça que j'ai aimé. Et toujours, j'aime rappeler ce que Ali Chebou a dit en 89. Lorsque les gens sont venus le voir avec une certaine idée, à faire de l'énergie de ceci, énergie de cela, il dit écoutez, moi, ma femme est de Ningimi. Je l'ai mariée quand j'étais à Ningimi, mon premier poste militaire.
Je l'ai marié là-bas et actuellement, moi, je suis de Dingajbanda. Dingajbanda, c'est l'extrême ouest du pays. Et avec elle, j'ai déjà des enfants que j'aime bien. Et donc, vous ne pouvez pas m'amener cette histoire de on est de ceci, on est de cela. Donc, allez-y, laissez ramasser vos lâches. C'est pour ça que Ali Chebou a chassé certaines personnes qui sont venues avec certaines idées autour de lui et qui voulaient l'entraîner, l'embarquer dans des considérations ethnocentriques. Parce qu'il a compris que ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Ça a été une autre occasion. Quand on était à la conférence nationale aussi, c'est la même chose. Les gens voulaient, quand on vient même marcher sur la conférence, il a dit, en tout cas, il a déjà donné son accord, personne ne reviendra sur ça. Maintenant que chacun a une conférence. C'est clair. Tout celui qui sait qu'il se pose quelque chose, il n'a qu'à aller se défendre. Moi-même, je vais aller répondre de ce qu'on va me reprocher. C'est ce qu'il a fait à Ali Chebou. Voilà pourquoi on considère que la démocratie nigérienne, c'est une démocratie qui est tributaire du comportement d'un homme. Et en tout cas, la simplicité, je veux dire, la facilité avec laquelle elle a pu arriver dans notre pays est tributaire. Dans d'autres pays, c'est arrivé, mais il y a eu du sang. Beaucoup de sang. Mais avec lui, on a pu s'éviter ça. Et ça, c'est très important, c'est très fondamental que les jeunes le retiennent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand avant-hier, les gens étaient en train de dire que la première alternance démocratique, c'est maintenant, on l'a fait, j'ai dit c'est faux. C'est faux. La première alternance démocratique, on l'a faite le 16 avril 1993. 16 avril, le jour où il y a eu la passation de charge entre Ali Chebou et Momo Ousmane, qui avait été investi en tant que président élu et à la suite du processus électoral, le 16 où on l'a introduit, on l'a investi. Donc c'est le jour là il y a eu passation entre lui et le général Ali Chebou. En tant que président de la République, président de la deuxième République qui a été élu. Même si c'est dans le contexte d'un parti unique, en tout cas il a été élu et pour un mandat de 7 ans. Mais comme il y a eu une mauvaise gouvernance dans sa gouvernance, le peuple a pris ses responsabilités et de façon démocratique, le peuple a été capable de le conduire à la conférence et de pouvoir prendre une nouvelle décision à la conférence nationale, une décision purement pacifique, qui n'était pas violente, et avec son accord, avec l'accord de tout le monde, on a créé les conditions de l'adoption de l'acte numéro 21 de la conférence qui devait consacrer comment on appelle ça, la loi fondamentale de la transition et qui l'a maintenu dans son rôle de président de la République, chef de l'État, mais pas avec certaines prérogatives. Et il a accepté de faire le jeu. Il pouvait refuser, mais il ne l'a pas fait. Et il était militaire, il pouvait même provoquer d'autres choses, il ne l'a pas fait. Donc, mais il y a eu donc une transition à l'époque aussi c'était démocratique. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qui est nouveau et qu'il faut maintenant distinguer de manière distincte, c'est que cette fois-ci, c'est un président de la République élu et qui a fait un premier mandat, qui est allé jusqu'à faire un deuxième mandat, et après le deuxième mandat, conformément à la constitution de notre pays d'aujourd'hui, à son article 47, une partie de l'article que les gens ont bien voulu respecter, parce qu'il y a une autre partie qui n'ont pas respecté. Alors, ils se sont laissés condamner à accepter donc de respecter cette partie justement de l'article 47 qui dit que le mandat c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en aucun cas, on ne peut dépasser ça. Donc c'est clair, c'est la Constitution qui l'a dit. Maintenant, qu'on soit obligé de respecter, il n'y a aucune trouvaille. Ce n'est pas à comparer avec d'autres pays. Nous venons de sortir d'une situation qu'on connaît depuis la 6e République. Et cette situation que nous avons connue à l'occasion de la 6e République, donc a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir fait ce qu'on avait pendant la situation de la 5e à la 6e République. Et ce qui a débouché le 18 février, et qu'aujourd'hui encore que quelqu'un pense que lui, il peut venir pour refaire la même chose et que ça ne puisse pas donner lieu à la même chose. Donc c'est pour ça que je pense que les uns et les autres doivent savoir raison garder, doivent accepter de ne pas vouloir encenser des choses qui sont tout à fait ordinaires, tout à fait normales et tout à fait régulières. Et la seule chose qu'on aurait pu peut-être vivre et on aurait pu souhaiter, c'est qu'on puisse assister à une situation où naturellement le respect est sur toute la ligne de la loi
est trivial. Malheureusement, il n'a pas été. On a respecté une partie de la loi, on n'a pas respecté l'autre partie de la loi. Les gens ont essayé donc de choisir les parties de la loi qu'ils vont respecter, et les autres, ils ont choisi de piétiner ça, de marcher là-dessus. Ça aussi, c'est une question de la responsabilité de l'ensemble des Nigériens. Quelqu'un a dit, mais bon, maintenant que c'est arrivé, vous n'avez rien. J'ai dit non, j'ai fini de dire. Tout ce que moi je dois dire, je l'ai déjà dit. Je ne l'ai pas dit, ce n'est pas mon opinion, ni ma position en tant que nous. C'est mon opinion, ma position en tant qu'acteur de la société civile, défenseur de la démocratie et qui souhaite voir la constitution de notre pays être respectée. Et cette constitution a prévu ce qu'elle a prévu. Si les gens n'ont pas respecté, on a pu dire à tout le monde que les gens n'ont pas. Voilà ce qu'il faut respecter. Si maintenant on n'a pas fait et que malgré tout les gens ont fait autre chose, alors ce que les gens ont fait, il faut assumer. Donc, pour ceux qui savent ce qu'ils ont fait, ils ont reproché à Barré qu'il a fait voilà, qu'il ne mérite même pas le titre de président de la République et qu'il ne l'a jamais appelé président de la République. Mais comment veut-il qu'aujourd'hui, eux, en agissant ainsi dans les mêmes conditions, en posant des actes plus ou moins similaires, mais en pire, avec moins de moyens, c'est là. Et qu'ils puissent aujourd'hui aussi considérer que bon, maintenant avec eux, ça doit être, on doit développer la théorie de la compréhension. Je ne suis pas contre, mais je me dis aussi, il faut que ça se sache. Chacun doit comprendre ça. Barré, donc, c'était un Nigérien, c'est un président du Niger, président de la République du Niger, élu dans les conditions que d'autres aussi se sont fait élire, et ils veulent qu'on les appelle la même chose. Donc, il n'y a pas de raison à ce que Barré ne puisse pas être considéré comme président de la République aggravé à lettre d'or. Parce que Barré a fait quelque chose de très important qu'il a laissé pour l'histoire. Je vais dire toujours sur le plan culturel, Barré, même pour les musulmans. Mais on a vu, c'est avec Barré aujourd'hui, les musulmans, ils savent c'est quoi le premier jour de l'an musulman. Avant, ils ne le savent pas. Ou bien, avant, les gens ne savent même pas les mois de Ramadan, les mois musulmans. Là. Les mois, l'année lunaire, là, les gens ne connaissent même pas Muharram, tout ça, ils ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, les gens au moins ils connaissent ça pour ceux qui sont de cette obédience religieuse. Et il y a beaucoup de choses en termes d'acquis que les gens ont eu. J'ai vu les audios, je vais vous le dire ici, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai, que les témoignages de certains compatriotes sur la manière dont Barré avait vécu. Si Barré, un seul instant, avait un problème de conscience, et qu'il se reprochait que ce qu'il était en train de faire n'était pas correct, ni normal, ni dans l'intérêt du peuple, ni dans l'intérêt du pays, il n'allait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur de circuler seul. Tout le monde l'a vu. D'autres n'ont qu'à essayer. Ceux qui sont démocratiquement élus là, ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer de trouver les gens dans les fadas, les jeunes causer, prendre du thé avec eux, aller à l'université, prendre de... Ils n'ont qu'à essayer les démocrates. C'est ça que je dis. Donc c'est important que nous retenions ça. Pas pour autre chose. Nous, notre devoir a été simplement de rappeler les hauts faits, pour montrer les actes révolutionnaires qu'il a été amené à poser, et qu'aujourd'hui, les conditions aussi de son assassinat sont des conditions qui l'ont martyrisé. Et donc Barré est mort en martyr du peuple nigérien. La République avait perdu son président, l'État a perdu son chef, les militaires ont perdu aussi leur chef. Ça, c'est des réalités intangibles et l'histoire continuera à en parler. Et quand je parle de cette façon, c'est pour que les uns et les autres comprennent que dans la vie, chacun de nous mérite respect et considération par rapport à ce qu'il a été amené à faire. Je me rappelle sur le plan économique le travail qui avait été fait, titanesque, qui a permis finalement d'élaborer le programme de relance économique qu'on appelle le PRE. Ce programme de relance économique a pratiquement été le lit qui devait permettre aux autres plus tard de bénéficier des acquis de ces sacrifices consentis du temps de région de Mali. Et c'est pour ça que les gens ont bénéficié de l'initiative
Parce que c'est les efforts du régime de Barré qui ont rendu possible que l'on puisse avoir et que le Niger puisse remplir les conditions de l'initiative PPTE et qu'on ait pu être éligible et que l'élection du Niger à l'initiative PPTE a permis déjà en l'année 2000 de bénéficier de ça. Et grâce à ça, le président Tadja avait bénéficié de ces ressources pour faire son programme spécial. Tout ce que vous avez entendu, le programme spécial du président Tadja, c'est un programme spécial qui a été fait avec les ressources de l'initiative PPTE, dont l'acteur majeur pour la réunion des conditions pour bénéficier de ça était le président Tadja. Ça, c'est tout l'histoire. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à rappeler, qu'on peut toujours dire, même si par la suite, moi, je suis quelqu'un de profondément attristé et choqué, et vous allez me permettre une minute pour le dire. Je suis choqué par la manière dont Ibrahim a été assassiné. Je suis choqué par les complicités monstres qui ont été faites et qui ont débouché sur la mort tragique d'Ibrahim Barry Mensara avec ses compagnons d'infortune, dont notamment son parent, frère et comment il s'appelle, Alissa. Et le chauffeur et plus le lieutenant. Donc ça c'est très très important. C'est une honte pour le peuple nigérien. C'est une honte pour la nation nigérienne. C'est une honte pour la République du Niger de voir qu'on peut assassiner un président de la République et des individus trouvent des raisons pour des considérations politiques et haineuses à trouver du plaisir même à s'enfanter, à chanter. Et même le journal qui ont pris des gens qui veulent les... Comment vous appelez ça, les gens qui boivent là, les champagnes. Ils ont fait des trucs. Il y en a d'autres qui ont versé l'eau chez nous, traditionnellement, on dit ils ont versé l'eau à plein pouvoir. Comme quoi ils sont contents qu'on ait assassiné Barré comme ça, comme un chef. Et après, par la suite, on a voulu considérer que ça doit être entendu et rester comme tel. Jusqu'à ce que les gens ont trouvé l'intelligence de vouloir mettre dans la constitution de la 5e République qu'on va mettre une amnistie qui doit être accordée à des individus qui ont fait ça. Et que les gens ont pu trouver cette intelligence maléfique pour prévoir une telle disposition qui va finir par condamner les victimes. C'est-à-dire, à tout le moins, si la République peut pardonner, si la République peut même amnistier, si l'État peut amnistier, mais comment l'État peut amnistier à la place des parents, à la place de la femme, à la place des enfants, à la place des frères, des cousins, des neveux, des tantes qui ont perdu leurs parents, dans des conditions aussi tragiques? C'est ça le drame. Et c'est ça que notre politique, d'après la conférence nationale, a été capable de générer en termes d'acteurs politiques. Ils peuvent développer des complicités aussi monstres que dangereuses pour notre pays. Parce que si un jour c'est X, demain ça peut être Y. Comme dit Mankano, un jour on est chasseur, un jour on est la biche. Et on a vu aujourd'hui beaucoup de gens qui sont déjà devenus, peut-être on n'a pas dit biche, on a dit pétard mouillé. Ah oui, parce qu'un pétard mouillé ne peut pas déclencher. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut que les uns et les autres sachent que c'est notre pays. C'est par là que je finis. Tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas pour raviver les rancœurs. Ce n'est pas pour raviver la flamme de la haine. C'est plutôt pour rappeler aux uns et aux autres que nous avons commis dans notre passé, dans notre histoire, des erreurs, des fautes, qui méritent que nous acceptons de savoir tirer des leçons et de savoir rendre justice pour faire en sorte que les uns et les autres qui sont victimes de toutes les injustices, aussi criardes que celles que nous avons observées dans notre pays, doivent mériter désormais dans notre pays que nous acceptons de changer de fusil d'épaule, que nous acceptons de changer de paradigme d'approche pour que dans ce pays-là, que nous puissions créer les conditions d'une forme d'union sacrée citoyenne pour faire face aux vrais défis qui dérangent notre peuple, qui est en train de nuire en fait à tout le monde.
il nuit à notre nation. Vous voyez bien aujourd'hui l'insécurité, comment elle évolue, comment elle, de manière dramatique, comment elle est en train de se développer et au point où on est presque étranglé. On ne peut pas aujourd'hui gérer ça dans la désunion. On ne peut pas le gérer lorsque les uns pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pour ça que nous considérons que nous devons savoir nous donner les moyens de tirer des leçons de tout ça. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Ça, c'est important que nous le comprenions. Et on ne peut pardonner qu'à celui qui reconnaît sa faute. Mais celui qui a commis une faute, il sait que c'est une faute, il refuse de reconnaître. Mais comment voulez-vous, si quelqu'un refuse de reconnaître que ce qu'il a fait est mauvais, que ce qu'il a fait est une faute, pour qu'on puisse oser même penser à le pardonner? Mais donc ça veut dire demain il va répéter la même chose. Parce qu'il pense que ce qu'il a fait c'est bien. Et que si les autres même on le sait, c'est pas la peur, c'est pas la lâcheté. Et lorsqu'on parle comme ça, et on développe des raisonnements de cette nature, ou dans une république où on n'est pas censé poser les problèmes en termes de fameux rapports de force physique dont les gens parlent, et où ils ont à un moment donné été amenés à inviter les Nigériens face à des problèmes réels qui se posent, on invite les gens, au lieu de les écouter, de chercher à échanger avec eux, on les invite à utiliser des formules violentes et faire comme ils disent Togo. Et Togo, ça signifie tout simplement faire de la violence. Mais dans une république, nous ne pouvons pas planer et souhaiter la violence. Et je le dis comme ça, pourquoi? Parce que Barré était un homme de paix. C'était un homme de paix sur toute la ligne. Voilà, c'est ça ses frères. Barré était un monsieur qui est né dans une famille avec une mère qui a donné 10 enfants. Ils étaient 11 enfants. Avec leur père. Ils sont 10 de la même mère. Et du même père. Mais tous ces 10-là, mais ils ont des fils, ils ont des parents, ils ont des amis. Eux au moins on sait d'où ils viennent. On connaît leurs ramifications. Et si on essaie de, s'ils doivent mobiliser leurs ramifications pour se mettre à dire il faut qu'on fasse règlement de compte, il faut qu'on... Mais quand est-ce qu'on va finir? Donc l'idée pour nous n'est pas de raviver les rancœurs pour inviter les gens à continuer à entretenir la haine, mais qu'on trouve le mécanisme qui puisse permettre de rasséréner le cœur des uns et des autres. Que les gens comprennent, qu'on reconnaisse leur douleur, qu'on partage leur douleur et que de façon patriotique, de façon responsable, qu'on essaie de trouver une formule citoyenne pour gérer la situation. Et que plus jamais ça. Je vous dis, Barré est un homme de paix. Je le connais. Nous avons été depuis 1992 avec lui dans la commission qui a été mise en place, dirigée par Maïmagana, comme étant la commission chargée de trouver la solution à réconcilier avec les rebelles qui ont pris les armes déjà pendant la conférence pour se prononcer, pour exprimer leur mécontentement sur la manière dont l'affaire de Tchétabrad avait été gérée par la conférence nationale. Durant toute cette période, il était l'artisan. C'était lui l'homme de la paix. Dans les négociations, les discussions, en tant que militaire, lorsqu'il prend la parole pour expliquer certaines choses, mais vous avez l'impression que c'est même si il était comme un agneau. Et il a continué à faire ces négociations-là jusqu'à ce que le 9 octobre 1994, comment on appelle ça, au Burkina, à Ouagadougou, on a pu signer le paraphe comment on appelle ça, de l'accord qui devait servir de l'accord de paix qui a été signé le 24 avril 1995 ici, même à Niamey, comment on appelle ça, entre justement le Maïmagana, le représentant de l'État du Niger à l'époque, et le représentant de l'organisation de la résistance armée et Laura à l'époque, M. Rissa Agboula, qui est actuellement, il doit être quelque chose dans voilà. Donc, c'est pour dire que Barré est un homme de paix. Et pour le fait qu'il soit un homme de paix, il ne mérite pas un tel sort. Et qu'il y ait une telle complicité monstre au sein d'un pays, d'une république qui se veut une république digne. Une république une et indivisible, démocratique et sociale. Et qui accepte que dans la volonté de se bâtir en tant qu'État de droit,
Sa vision est de faire en sorte qu'elle puisse garantir l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Comment une république comme ça peut s'accommoder d'une situation pareille et qu'on continue à regarder ça se passer comme ça? Voilà pourquoi chaque fois que nous devons en parler, c'est comme si c'était hier. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Et donc, on va passer la parole parce qu'il est pratiquement 19h, 18h40. Donc, le président du départ aussi en ce moment a dit par rapport à cette commémoration.